Nous sommes le lundi 18 janvier, qui fait donc suite à notre colloque des 16 et 17 janvier. Et je voudrais revenir, pour commencer, sur la question des femmes et de la diachronie. En effet, ce week-end a été surtout centré sur les femmes. 4 femmes d'ailleurs, en vérité. Véronique, qui a préféré ne pas signaler son nom de famille, Béatrice Crozat, Denise Huat et Chantal Decaux. Bon, il y a quelques hommes bien sûr, mais enfin ce sont elles qui nous ont particulièrement intéressés dans leurs propos, qu'on a interrogés. Alors ce qui est apparu, et qui vient confirmer effectivement certaines questions, et c'est pour montrer que ces colloques nous intéressent à plusieurs titres. Ce sont des colloques astrologiques, certes, mais c'est aussi des colloques où l'on s'intéresse aussi à la façon dont les gens communiquent, dans la façon dont ces gens s'expriment, dans la façon dont les gens réfléchissent. Donc il y a plusieurs grilles de lecture de ces réunions. J'encourage d'ailleurs considérablement ce genre de réunions où l'on se focalise sur des groupes d'hommes ou des groupes de femmes pour voir qu'est-ce qui les distingue et comment ils fonctionnent les uns et les autres, sinon les uns avec les autres. Et ce qui m'aura frappé notamment hier dimanche, dans des dialogues parfois difficiles, sinon pénibles, avec Denise Huat et Béatrice Crozat, mais ça vaut aussi pour les autres quelque part, c'est la difficulté de ces femmes à reconstituer le passé, à voyager dans le passé. Voyager dans le passé, ça ne signifie pas uniquement utiliser des textes anciens. Voyager dans le passé, c'est comprendre la genèse de ces textes. Comment on est arrivé là et quelles ont été les étapes successives qui ont permis d'y arriver. Et là, il y a un problème, car instinctivement, je dirais même qu'elles n'ont pas le logiciel qui leur permet de traiter l'information, de la compléter, de la prolonger, de la développer concernant l'émergence de certaines traditions, de certaines formulations. Et pour ceux qui vont visionner nos vidéos, ça sera assez évident, assez patent. Donc je vais revenir ici sur un exercice qui est assez délicat, consiste à reconstituer la genèse des référentiels zodiacaux autour de la question du tropicalisme, autour de la question du sidéralisme et éventuellement aussi autour de la question du stellarisme, puisque maintenant il y a ce nouveau courant dont je fais partie, je suis vraiment un des pionniers d'ailleurs, historiquement, avec Patrice Bourriche, avec Lune Soleil, etc. Il ne saurait être confondu avec le sidéralisme, même si le mot sidéralisme ne veut pas dire grand-chose en lui-même. Mais il faut voir quelle est l'étiquette qu'il recouvre. Qu'est-ce qu'il recouvre? Alors, l'histoire, on ne peut pas faire l'économie de l'histoire. D'ailleurs, l'astrologue, en général, est censé pouvoir être capable de reconstituer un processus. Enfin, en tout cas, l'historien, lui, s'il en a l'obligation. Alors, il y a plusieurs formes d'historiens. L'historien qui se contente de prendre les textes qui nous sont parvenus, et puis l'historien qui est capable de les mettre en perspective et, un peu à la façon d'un Cuvier, est capable de reconstituer les éléments manquants par des suppositions, par des extrapolations, par des modélisations, etc. etc. Et c'est là que, justement, se produit le décalage. Et nous avons donc, dans le milieu astrologique, des femmes qui se servent de dispositifs dont elles ne comprennent pas l'étymologie, c'est peu de dire de cette manière,
elles ne comprennent pas l'origine, la genèse et éventuellement les corruptions et les avatars que ces textes ont pu connaître, ont pu avoir à connaître. Alors, je ne peux pas dire autre chose que cela, c'est-à-dire qu'effectivement, il faut avoir l'esprit à ça. Il faut être capable de, par un processus qui relève de ce qu'on appelle du logiciel, une forme de processus d'ordinateur, être capable de traiter les informations et d'en tirer un certain nombre de conclusions. Alors, je vais m'atteler devant vous à cet exercice en ce qui concerne justement la genèse du symbolisme zodiacal et la genèse du référentiel zodiacal, c'est-à-dire, voilà, quelles étoiles, quelle position dans le ciel occupe le zodiaque, etc. Bon, c'est un travail assez compliqué. Je vais essayer d'être aussi clair que possible, en tout cas de mettre sur la voie. Au départ, il semblerait qu'il y ait eu, au niveau astrologique, un intérêt pour les grands axes stellaires, que sont naturellement et de manière visible, visuelle, l'axe Antares-Aldébaran et, faisant une croix en quelque sorte, l'axe Régulus-Fomalo, croix imparfaite d'ailleurs, mais qui malgré tout, grosso modo, coupe en quatre l'écliptique. Et d'ailleurs, ces quatre étoiles représentaient plus ou moins les points cardinaux. Alors, ces quatre étoiles, elles ont intéressé les anciens par le phénomène même qu'elles constituaient. Pourquoi est-ce que j'insiste sur ce point? Parce que par la suite, ce n'est pas ce qui va se passer. Par la suite, c'est l'inverse qui va se passer. Par la suite, on aura affaire à des découpages de l'écliptique, découpages, disons, fondés par exemple sur le 12, sur les 12 mois, et qui vont structurer l'écliptique. Et sur cette écliptique, les planètes et les luminaires passent, mais ils passent aussi sur une sorte de tapis d'étoiles. Donc, tout observateur de ces planètes ne peut pas s'empêcher de les voir défiler sur des étoiles, avec des étoiles, au milieu d'étoiles, parmi des étoiles. Ça, c'est la réalité visuelle. Et par conséquent, ces étoiles qui occupent chacun des 12 secteurs ainsi constitués sur la base du calendrier des 12 mois, projeté dans le ciel, avec sa symbolique zodiacale qui est elle-même inspirée d'une iconographie des 12 mois. Il n'est pas question de dire que le zodiaque vient des constellations. C'est les constellations qui viennent du système des 12 mois. L'iconographie des 12 mois, qui n'est d'ailleurs pas réductible pleinement à l'iconographie des zodiaques, mais qui sont véritablement indissolublement reliés. On y reviendra. Donc, ces 12 symboliques mensuelles vont servir à baliser la course des luminaires, puis celle des planètes, et elles vont donner leur nom au groupement d'étoiles se situant dans ces cadres. Vient d'un coup la prise de conscience de la précession des équinoxes. On la situe au IIe siècle avant notre ère, avec Hipparque. On s'aperçoit que la constellation correspondant
au premier mois de l'année, on ne va pas donner de nom parce que ça a pu changer entre temps, ne correspond plus au début de l'année, année qui est déterminée par l'équinoxe de printemps, par le passage du soleil à l'équinoxe de printemps. Moment où l'équinoxe de printemps est traversé en quelque sorte par le soleil, ce n'est pas à ce moment-là que se situe dans le ciel le signe correspondant. En l'occurrence, le signe du bélier, si on veut, pour simplifier. Ça, c'est plutôt synchronique que diachronique. Et là, il va y avoir une sorte de schisme. D'un côté, les astrotropicalistes, comme on les appelle, ils veulent ne plus entendre parler des étoiles, d'aucune façon. Ce qui explique d'ailleurs pourquoi aujourd'hui encore, ils ne veulent plus entendre parler des étoiles fixes, même en dehors de ce contexte particulier. Donc on n'en veut plus des étoiles fixes, et donc on oublie les étoiles fixes. Donc quand on regarde la course d'une planète à travers une écliptique, on se moque des étoiles qui s'y trouvent, et on projette un dispositif qui, lui, est établi sur la base de l'équinoxe de printemps. En revanche, il y a un autre groupe d'astrologues qui, eux, marqués par l'ancien stellarisme, ne veulent pas renoncer à ce nouveau stellarisme qui a conféré à certaines étoiles le nom de certains symboles mensuels, et qui, par conséquent, ont décidé que ça ne gênerait pas que cette coïncidence n'existe plus entre le premier signe, le mot signe de manière générale, le premier signe du système et l'équinoxe de printemps. Et ce décalage, il va évidemment s'augmenter et il s'appelle Ayanamsa. Alors, ce qui apparaît clairement, finalement, c'est que cette école, la troisième école dont on vient de parler, là, je l'appelle la troisième, c'est une façon de parler, elle est dans une situation quasiment indéfendable. Quand bien même serait-elle à la base, encore aujourd'hui, de l'astrologie, à la base, c'est une façon de parler, quand bien serait-elle partie intégrante de l'astrologie hindoue, quand bien même aurait-elle pris en compte par certains astrologues occidentaux, à la suite de Jacques d'Orsan, avec l'astrologie védique, l'astrologie tropicale sidéraliste, il n'empêche que cette astrologie-là, elle est à ce niveau-là assez indéfendable. Parce qu'elle se trouve entre deux extrêmes, à mi-chemin entre deux extrêmes. Alors on dirait que c'est un moyen terme. Elle est ni défendable du point de vue des saisons et des 12 symboles des saisons, dont elle se sert pourtant, ce qui est un peu paradoxal, ni défendable du point de vue stellaire, puisqu'elle ne s'intéresse pas aux étoiles en tant que telles, comme le sont Aldébaran, Antares, Fomalhaut et Régulus, mais elle s'intéresse aux étoiles sous réserve que ces étoiles s'inscrivent dans une division en 12 qui est totalement qui est inspirée par les 12 mois de l'année et qui se veut égale. Donc, Denis Huac, qui représentait à ce colloque cette astrologie hindoue sidéraliste, a eu beaucoup de mal à défendre évidemment une position, d'autant plus qu'elle n'en comprenait pas totalement la genèse et la problématique et le pourquoi de cette forme hybride d'astrologie qui s'intéresse, qui utilise le nom des mois de l'année sous leur forme zodiacale, mais qui les place dans des lieux qui sont décalés par rapport aux saisons, donc là ça ne tient pas debout, et qui par ailleurs s'intéresse aux étoiles sans s'y intéresser véritablement. Elle ne s'y intéresse que dans la mesure où ça correspond au découpage en 12, mais pas
dans la mesure où ces étoiles constituent des facteurs à part entière, en quelque sorte, et non déterminés par une numérologie ou une structure à base 12, etc. Donc c'est un système hybride qui, à mon avis, est assez indéfendable, même s'il est validé, soi-disant, par la pratique de siècles et le grand nombre de praticiens. Et donc, ce que j'ai voulu dire dans cette petite intervention, que je vais développer d'autres choses par la suite, c'est, et vous m'excuserez de faire ce genre d'épilogue, mais c'est la difficulté qu'ont les femmes à reconstituer le cours de l'histoire de ces traditions. Et nous allons passer à l'autre volet de mon intervention, à savoir l'histoire même du symbolisme zodiacal, qui a donné lieu à une discussion qui est venue ensuite avec Béatrice Crozat, en ce dimanche après-midi du 17 janvier 2016. Et je vous invite encore une fois à aller visionner cette discussion le moment venu. Alors, avec Béatrice Crozat, qui est une tropicaliste, le problème se posait étonnamment tout à fait autrement. Il s'agissait avant tout de lui dire, et ça a commencé comme ça, elle nous a parlé tout d'un coup de l'entrée de Pluton dans un certain signe. Je lui ai dit que l'entrée, le passage d'une planète, quelle qu'elle soit, dans un nouveau signe, était quelque chose de totalement fictif. Aussi fictif d'ailleurs que si c'était des sidéralistes, de toute façon. Même si ces sidéralistes peuvent toujours dire oui, mais on voit quand même à ce moment-là telle étoile. Oui, on voit telle étoile, sauf que plus tard on verra une autre étoile. Bon. J'ai oublié de dire que la constellation du Bélier, qui sert actuellement à ces sidéralistes, elle est extrêmement pauvre en étoiles, et ces étoiles n'ont d'importance que présent parce que c'est la division du Bélier. Mais je veux dire que comparé à la richesse des étoiles de la constellation du Taureau, c'est rien du tout. Donc on voit bien que cette constellation du Bélier, elle n'a pas été choisie pour son propre charme, mais uniquement parce qu'elle correspondait à cette projection de l'équinoxe de printemps sur l'écliptique. Hein. La constellation du Bélier, elle n'a aucun intérêt sur le plan stellaire, hein, comparé à d'autres constellations. Alors, j'ai demandé quelle était l'étoile qui servait à organiser ces 12 signes dans le système sidéraliste. On ne m'a pas répondu clairement. Et il faudrait demander aux astronomes comment, puisque eux, ils se servent aussi de ce référentiel, comment ils procèdent. C'est certainement une certaine étoile de la constellation du Bélier qui est l'ancrage de l'ensemble du système des 12 divisions. Voilà. Alors, je reviens, bon, voilà, passons. Et donc, je reviens à cette discussion avec Béatrice Crozat, et donc je lui dis, mais bon, qu'est-ce que c'est que c'est quoi, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Et je commence à lui dire que de toute façon, les astrologues, à la suite d'André Barbeau notamment en astronomie mondiale, ils ne s'intéressent pas tellement au découpage en 12 signes de l'écliptique. Dans les années 50, Barbeau, avec son frère Armand, préconisait ce qu'il appelait les cycles planétaires, c'est-à-dire les conjonctions, oppositions entre deux planètes. On n'avait pas du tout à s'occuper de cette affaire. Et notamment le fameux cycle Saturne-Neptune dont Barbeau s'est resservi par la suite, etc., ça n'a rien à voir avec le zodiaque. Et le travail qu'il a fait sur la concentration planétaire des conjonctions entre Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune et Pluton n'a également rien à voir avec le zodiaque. Sinon, ça se passe dans le zodiaque, mais on n'en a rien à foutre de savoir si c'est dans tel ou tel signe. Et tout d'un coup, on a, en 2016, depuis d'ailleurs quelques années,
des astrologues qui ne jurent plus que par l'entrée d'une planète dans un signe. J'ai vu ça notamment à l'association Source il y a 2 ans. Voilà, cette année, il y aura de grands événements qui sont liés à l'entrée de telle et telle planète dans tel et tel signe. D'accord. Et je l'explique à Béatrice Crozat, je lui explique que, de toute façon, la théorie des 4 éléments est aussi une façon de se distancier et de se démarquer du zodiaque, même si on se sert encore une fois du zodiaque, mais on va dire qu'il y a des signes de tel élément et non plus des symboles zodiacaux. Donc les symboles zodiacaux, on les évacue. De la même façon, cardinal fixe mutable, on évacue les symboles zodiacaux. Même en astrologie hindoue, les nakshatras sont associés à, comme d'ailleurs les dasas, mais les nakshatras en l'occurrence ce sont des astérismes, donc ce sont des amas d'étoiles, ils sont associés à des planètes, et à 9 planètes seulement. Donc il y a 3 fois 9 cycles planétaires. Là encore, on est complètement démarqué par rapport à une première couche. On crée une deuxième couche, un deuxième étage. Voilà. Et la théorie aussi des domiciles, c'est également la même chose. On va remplacer les planètes, les signes zodiacaux, par un maître planétaire. Donc, la religion du zodiaque, elle est rejetée par les astrologues. Même si le public s'intéresse au zodiaque, et effectivement, il y a une sorte d'astrologie populaire qui reste marquée par le zodiaque parce que c'est une astrologie qui s'intéressait aux almanachs. Les almanachs, c'était lié aux mois, et donc les mois, forcément, quelque part, c'est lié au zodiaque. Donc, mais il faut bien comprendre, et ça, c'est un autre point que j'aimerais bien développer, à savoir que nous n'avons pas à être les esclaves de l'image que le public a de l'astrologie. Je l'ai dit sur d'autres sujets. Les juifs n'ont pas à être l'esclave de l'image qu'on projette sur eux, même si c'est une image positive. Ce que les Français n'ont pas à être les esclaves de la fascination que leur pays exerce sur des populations étrangères. En tout cas, c'est à gérer ce problème-là, mais ils n'ont pas à en être les esclaves. Donc, les astrologues aussi sont, comme dirait Elisabeth Tessier, l'astrologie fascine. Son livre qui est paru chez Plomb, sa thèse de doctorat Et l'astrologie fascine, mais on est dans le transfert. Les astrologues n'ont pas à être à la disposition des adorateurs d'une certaine astrologie zodiacale qui n'est pas leur astrologie. Ou qui n'est plus leur astrologie. Enfin, peu importe, en tout cas, ils n'ont pas à rentrer dans ce jeu-là. Or, c'est un peu ce qui se passe. La pression de l'extérieur, du public des affidés de l'astrologie zodiacale, a amené beaucoup d'astrologues à rezodiacaliser l'astrologie, à tous les points de vue. Ce qui est commode, puisque, effectivement, on peut toujours dire que comme ça, le public comprend l'astrologie savante, puisque l'astrologie savante parle la même langue que l'astrologie populaire. Bon, alors voyez-vous ce qu'on peut faire. Bon. Et je continue dans ma discussion, mon récit de ma discussion avec Béatrice, à savoir que je lui dis, de toute façon, les associations de planètes aux signes zodiacaux n'ont rien à voir avec le symbolisme zodiacal. Les associations des éléments avec les signes zodiacaux n'ont rien à voir avec les signes zodiacaux. Je vous donne l'exemple d'Aquarius, le verseur d'eau, qui est considéré, d'après la théorie des éléments, comme un signe d'air. Je lui donne l'exemple des Gémeaux, qui, d'après la théorie des domiciles, est un signe mercurien, alors que visiblement, au niveau de toute une iconographie planétaire, c'est un symbole vénusien. Et je lui demande aussi qu'est-ce qu'elle pense de Aquarius, qui est... voilà, etc. Donc, bon, je lui demande comment ça se fait que, etc., etc. Et je lui dis notamment que le symbolisme zodiacal, il est, tel qu'on le connaît, très, perturbé et très corrompu. Et donc, de toute façon, on ne va pas
fonder l'astrologie sur des 12 symboles qui sont vaguement, qui ne sont que très sporadiquement et très vaguement reliés au symbolisme des 12 mois tel qu'il est attesté dans les almanachs, les livres d'heures et sur les cathédrales. Bien que le lien existe, il est incontestable, mais il est très 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 douteux finalement, en tout cas tel qu'il s'est présenté maintenant. Et donc, j'en ai conclu, dans le cadre de notre académie d'astrologie, qu'il serait peut-être souhaitable, on en avait parlé avec Marc Cohen notamment, de proposer un nouveau zodiaque, une symbolique réformée, rénovée, qui pourrait être offerte aux astrologues savants et qui serait différente du zodiaque populaire. Et notamment, j'ai insisté sur le fait que la symbolique animale des mois de novembre, décembre, des mois d'automne en tout cas, était liée au porc, au sanglier, au porc, PORC. Et que cet animal était de façon évidente absent de la symbolique zodiacale telle qu'on la connaît. Voilà. Donc voilà le genre de travail qu'on pourrait envisager effectivement dans cette académie, c'est de réformer les outils astrologiques au regard de l'histoire, de l'origine, de la genèse des symboles, de préciser des problématiques historiques comme celles que je viens d'aborder concernant l'histoire du zodiaque, l'histoire du sidéralisme, l'histoire du tropicalisme. On peut aussi rédiger des documents et peut-être même un ouvrage à ce sujet. Voilà ce genre de choses qu'il faut faire. Bon, voilà donc ce que je voulais vous dire à ce sujet.